Bonjour et bienvenue. Après la Grande Famine, l'Irlande se remet doucement. Daniel O'Connell, le libérateur, est mort pendant la Grande Famine. Alors il n'est pas mort de la famine, mais il est mort pendant la Grande Famine. Il n'y a donc plus de véritable leader irlandais, il va falloir une petite dizaine d'années avant que le pays soit en état de faire émerger de nouvelles revendications et un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement va prendre forme petit à petit et s'appelle le Home Rule. Alors le Home Rule est légèrement différent de ce que O'Connell prônait, qui était tout simplement l'abrogation de l'acte d'union. L'idée du Home Rule est de rester dans le Royaume-Uni, c'est-à-dire de conserver le roi, enfin la reine d'Angleterre. Il faut dire que Victoria a visité l'Irlande quelques années avant et elle s'est montrée très bienveillante envers les Irlandais. Donc ils l'aiment bien, ils ne veulent pas s'en séparer. En revanche, ils souhaitent un parlement véritablement autonome, c'est-à-dire un parlement irlandais qui prendrait des décisions concernant l'Irlande uniquement, en n'étant pas représenté au Parlement de Westminster, ou à peine. C'est-à-dire avoir deux entités complètement différentes au sein du Royaume-Uni. Comme le Repeal Movement de Daniel O'Connell, le mouvement du Home Rule est pacifique. Il va se dérouler presque uniquement sur le terrain parlementaire. Il ne va pas y avoir de grandes foules, de grands rassemblements, de grands meetings comme O'Connell en faisait, parce qu'on a vu que ça effrayait les Anglais et que de trop grandes foules finissent de toute façon par devenir incontrôlables. C'est surtout la presse qui va véhiculer les idées. Le premier grand leader du mouvement pour le Home Rule est Isaac Butt. C'est un avocat de formation et il est protestant. Alors il a parfaitement conscience d'être dans un pays à très grande majorité catholique. Mais la plupart des restrictions contre les catholiques ont disparu. Donc pour lui, le plus important, c'est qu'on est irlandais, catholique, protestant. Il dépasse ces divisions de religion pour s'intéresser à la nation. Il va fonder en 1870 le Home Government Association. Comme son nom l'indique, il y a government. Il s'agit donc d'avoir un gouvernement autonome pour l'Irlande. Et puis en 1873, ce Home Government Association va devenir la Home Rule League. Avec un nombre croissant de parlementaires issus de la Home Rule League, cette ligue finit par prendre le nom de Irish Parliamentary Party. Ça fait moins peur parce qu'il n'y a pas Home Rule dedans, et il y a bien le mot Parliamentary qui rappelle aux Anglais qu'il ne s'agit pas de faire des soulèvements armés, des émeutes ou quoi que ce soit, mais bel et bien d'un mouvement parlementaire présentable d'une négociation de personne raisonnable à personne raisonnable. Mais les progrès sont lents. En 1880, c'est un Isaac Butt vieillissant qui va devoir céder la tête de l'IPP à un jeune homme beaucoup plus vigoureux et plus virulent que lui, Charles Parnell. Avec un nombre croissant de parlementaires dans ses rangs, la Home Rule League change de nom pour devenir Irish Parliamentary Party, IPP. Le nom est beaucoup plus rassurant pour les Anglais. Il n'y a pas le Home Rule dedans et il y a bien le mot Parliamentary, ce qui veut dire que c'est un mouvement parlementaire. Il n'y a pas de risque de soulèvement ou d'émeute. Le but est une négociation de gens raisonnables à gens raisonnables. Mais les progrès sont lents. En 1880, Isaac Butt doit céder la place à quelqu'un de plus virulent et plus vigoureux que lui, Charles Parnell. Charles Parnell est un landlord irlandais, un propriétaire foncier. Il a parfaitement conscience de la situation de son pays et il va s'inspirer de la situation qu'il a vue chez un autre landlord, Charles Cunningham Boycott. Boycott a eu du mal à faire payer ses tenants. Ils n'ont pas voulu lui donner ce qu'il demandait parce qu'ils considéraient que c'était excessif par rapport à ce qu'on demandait ailleurs. D'où le nom de boycott, d'ailleurs. Et donc, Charles Parnell va encourager une certaine, alors, pas véritablement agitation, mais disons une résistance passive très forte agraire. De plus en plus de tenants vont refuser de payer. Ça va commencer à effrayer les Anglais et il va commencer à obtenir quelques premières concessions. Pour se débarrasser de Charles Parnell, on va utiliser tous les coups bas habituels de la politique. Pour commencer,
on va l'accuser d'avoir été complice du meurtre de Lord Frederick Cavendish, qui était secrétaire général pour l'Irlande et qui a été assassiné à Dublin en 1882. On a trouvé des lettres incriminant Parnell. Mais quelques années plus tard, un certain Richard Pigott a avoué qu'il avait en fait fabriqué ces lettres. C'était des faux. Parnell sort non seulement blanchi, mais grandi de cet épisode. Parce qu'on comprend bien que si les Anglais ont voulu le décrédibiliser, ça veut dire qu'ils ont peur de lui, et s'ils ont peur de lui, c'est qu'il fait du bon travail. Les élections de 1886 donnent un résultat incertain. Et ça permet à l'Irish Parliamentary Party de se trouver en position de kingmaker, c'est-à-dire faiseur de roi. En effet, vu qu'il n'y a pas de majorité absolue, les majorités étant relatives, en fonction de avec qui le IPP va s'associer, il peut faire basculer la politique d'un côté ou un autre et donc choisir le Premier ministre. Parnell va à ce moment-là exercer une influence énorme qui lui vaut le titre de Uncrowned King of England, le roi non couronné d'Irlande. Bien entendu, il ne veut pas être roi, c'est un surnom. C'est donc un Premier ministre, William Gladstone, the Grand Old Man, un peu contraint, qui va devoir accepter les conditions de l'IPP et proposer un premier projet de Home Rule au Parlement, en 1886. Ce projet va être rejeté dès la première lecture. On a vu quand même que Parnell avait une influence non négligeable. On continue donc à essayer de se débarrasser de lui avec des coups bas. On va sortir du placard une affaire liaison extra-conjugale. Charles Parnell avait une liaison avec Catherine O'Shea, une femme mariée. Alors en fait, elle était mariée, mais en instance de divorce depuis très longtemps. Son mari était parfaitement au courant de l'histoire entre Parnell et elle. Mais je vous rappelle que l'Irlande est un pays très catholique. Et donc une liaison extra-conjugale dans un pays catholique, Parnell a perdu un peu de sa splendeur. En 1893, Gladstone fait une petite manœuvre politique. Parnell étant écarté, ou en tout cas ayant perdu son influence, il cherche à se concilier les Irlandais, à travers l'IPP, en proposant une deuxième version du Home Rule, un peu édulcorée. Cette version va être votée à la Chambre des communes, mais bloquée à la Chambre des lords. À l'époque, pour qu'une loi soit votée, il fallait qu'elle soit votée dans les deux chambres. Les conservateurs arrivent au pouvoir en 1895 avec comme Premier ministre Lord Salisbury. Cette fois, ils ont la majorité absolue, ils n'ont pas besoin de l'IPP. Et puis, Lord Salisbury est opposé au Home Rule, mais il a compris que le problème de la propriété foncière avait causé les troubles qu'on connaissait et qu'il fallait absolument résoudre la question d'une façon ou d'une autre. Il a donc entrepris de « kill the Home Rule with kindness », c'est-à-dire tuer le Home Rule par la gentillesse. Il va faire voter une série de Land Bills, c'est-à-dire des lois permettant aux Irlandais d'accéder à la propriété foncière, et des prêts, alors sur des très longs termes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des prêts à taux zéro, permettant même aux plus démunis, enfin peut-être pas les plus démunis, mais enfin aux moins aisés, d'emprunter de l'argent pour pouvoir acheter leurs terres et travailler leurs propres terres. L'idée étant que ça allait calmer l'agitation des Irlandais et qu'ils allaient rentrer dans le giron et arrêter leur réclamation de Home Rule. Mais les plaies de la Grande Famine n'étaient pas refermées, c'était trop tôt ou trop tard. En 1910, le successeur de Parnell à la tête de l'IPP, John Redmond, un homme moins charismatique mais plus chanceux, se retrouve lui aussi en position de kingmaker. Il va donc pouvoir engager des négociations et des tractations. Et l'année d'après, il bénéficie d'une chance insolente. Le nouveau roi, George V, souhaite engager une politique qu'on appellerait aujourd'hui de gauche. Or, la Chambre des lords s'y oppose farouchement. Grâce à l'apport de l'IPP à la Chambre des communes et en nommant un certain nombre de lords à sa main à la Chambre des lords, George V va modifier la Constitution anglaise. Désormais, la Chambre des lords ne pourra plus bloquer une loi
voter à la Chambre des communes. Tout ce qu'elle pourra faire, c'est en retarder la mise en place de 2 ans. Le but de cette manœuvre, pour le roi, c'est de faire passer son projet. L'avantage pour l'IPP, c'est qu'ils vont réussir à faire passer leur Home Rule. Troisième projet de Home Rule est voté à la Chambre des communes. Il est rejeté par la Chambre des Lords, mais la Chambre des Lords, en 1912, ne peut plus que retarder son exécution de 2 ans. Le Home Rule Bill est donc inscrit dans le marbre. Malheureusement, 2 ans après, au moment où le Home Rule devait prendre effet, c'est 1914, et 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Toutes les législations sont donc suspendues parce que le Royaume-Uni a besoin des conscrits irlandais pour aller se battre sur le front. On n'applique donc pas les promesses, on n'applique donc pas la loi telle qu'elle était prévue. Il y a un ressentiment qui monte forcément chez les Irlandais, et on va aboutir en 1916 au soulèvement de Pâques. Ce Easter Rising, qu'on appelle en français les Pâques sanglantes, va voir le début de l'armée républicaine irlandaise être massacrée, réprimée dans le sang par les Anglais, alors qu'ils ne faisaient que réclamer l'application d'une loi votée au Parlement anglais. Presque tous les chefs vont être tués, à part quelques-uns qui réussissent à y réchapper, notamment Michael Collins, et puis Eamon de Valera, qui sera un peu plus tard président de l'Irlande. De Valera y échappe grâce à sa nationalité américaine. Et les Américains vont commencer, les Irlandais américains vont commencer à jouer un rôle déterminant en armant l'IRA et en la finançant. Commence alors la guerre d'indépendance irlandaise. Là, cette fois-ci, il n'est plus question de Home Rule, on parle d'indépendance à proprement parler à cause de l'intransigeance des Anglais, qui sera suivie par une guerre civile entre catholiques et protestants en Irlande, qui aboutira à la partition, puisque l'Irlande du Nord restera dans le Royaume-Uni. Les détails des conflits sont un peu compliqués, mais il faut surtout retenir que pour l'Irlande, ça a été un nouveau drame. Après la Grande Famine, dans lesquelles on a dû parfois laisser des membres de la famille mourir du typhus seuls, après les luttes pour le Home Rule et les Pâques sanglantes, on se retrouve avec une guerre civile, frères contre frères, amis contre amis, voisins contre voisins. Les mêmes conséquences que la guerre civile américaine, auxquelles s'ajoutent les conséquences de la Grande Famine, auxquelles s'ajoutent les conséquences d'une guerre coloniale, enfin anticoloniale. Je vous commande chaleureusement 2 films qui permettent de bien sentir l'ambiance de l'époque. Le premier est Michael Collins, de Neil Jordan, avec Liam Neeson et Alan Rickman, qui permet de voir comment, au sein du même parti et entre amis, on n'hésite pas à s'entretuer quand le moment vient. Et le film de Ken Loach, The Wind That Shakes the Barley, traduit Le vent se lève en français, dans lequel on voit des frères de la même fratrie, rejoindre chacun un côté différent dans l'armée irlandaise. Celui qui est partisan de la partition et celui qui est contre la partition. Et on voit à quel point, au sein des mêmes familles irlandaises, ça a pu être un déchirement et comment des frères peuvent finir par s'entretuer. Finalement, l'acte d'union de 1801 a permis tout sauf l'union. On a eu un royaume désuni, une Irlande déchirée, qui ne devient indépendante qu'en 1923. Et ça explique aussi pourquoi, encore aujourd'hui, en Irlande du Nord, les tensions sont aussi vives. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.